mais nous allons y revenir dans la méthodologie, vous allez comprendre. L'objectif de la philosophie, c'est de se poser des questions. À travers des questions et des réponses, on se rapproche de la vérité. Alors, du coup, Hippias comprend qu'il n'est pas en mesure de répondre à la question de Socrate. Socrate lui fait comprendre, je te demande ce qui est le beau, mais pas ce qui est beau. Ce qui est le beau, c'est-à-dire le dénominateur commun, c'est toutes les beautés. Ce qui fait dire aux hommes que les choses belles sont belles. C'est cela dont il s'agit. Donc, il y a ce petit chagrin, il va y avoir et on a une question. Alors, vous allez comprendre qu'entre vous, on a l'habitude parfois d'entendre que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Lorsqu'on parle de couleur, on est de couleur rose, on est de couleur bleue, parlant de goût, on est de l'image, ça fait un coup d'armoudi. Ça va dire mal, donc, tchap, l'image, il y a des mal. On est l'image, donc les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Son même dans la vie sous pour gagner les vies, comme la vie sous pour gagner les rails. Il ne faut pas nous battre. Pourquoi? Parce que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Alors, donc, dans le langage courant, le mot art donc, peut signifier la qualité, dans la manière dont de fabriquer, ou d'élaborer ou d'exécuter une chose. Donc le beau peut changer d'un type d'art à un autre. Vous voyez cette relativité. Le beau peut changer d'un type d'art à donc, un autre. La beauté donc, de la musique dépend de l'harmonie des sons. La beauté de la danse réside dans les gestes et la beauté de la peinture dépend de l'harmonie des couleurs et la beauté d'une photo réside donc dans le cadrage. La beauté du cinéma dépend donc de la mise en scène. La beauté donc de la poésie aussi réside dans la composition des vers et des rimes. Cette relativité est redevable au monde sensible selon Platon. Le beau en soi n'existe pas dans le monde sensible. C'est juste une idée qui existe effectivement et universellement dans le monde intelligible. Dans le monde intelligible, donc le monde intelligible, c'est le monde des idées. Le plus souvent, c'est une retraite spirituelle. Ils se détournent complètement du monde sensible. Ils sont en contact avec le monde intelligible. Ils se retirent pendant des mois ou pendant des années pour être en contact avec un autre monde. Le plus souvent, c'est le cas de donc, ils étaient en contact avec le monde intelligible. Quand on donne image, pour nous joker un monde intelligible, on a là, alors, donc, dans le monde sensible, il n'existe que des exemples de la beauté. Mais le beau en soi, le beau en tant que tel, n'existe réellement et effectivement que dans le monde intelligible. Pourquoi? Parce que c'est une idée. C'est une idée. Et cette idée, c'est Dieu seul qui connaît la nature. La véritable forme de cette nature, c'est Dieu seul qui connaît
Donc c'est là. Maintenant, après cette première étape, c'est le monde sensible, c'est le reflet du monde intelligible. Les ouvriers qui sont dans le monde sensible, que ce soit les menuisiers métalliques, ou les menuisiers de bois, ou le potier, ou le bijoutier, ils vont essayer de matérialiser cette idée. Puisque ils sont les lieutenants de Dieu sur terre, Dieu a donc conçu l'homme à son image, à travers la raison, nous nous donnons une idée de ce que pourraient être les objets qui peuvent se manifester dans le monde sensible. Comme par exemple le lit, dans un texte dont nous avons écrit, un dialogue, qui montre que le lit du menuisier est différent du lit en tant qu'idée, en tant que forme naturelle. Donc le menuisier se fait une idée du lit et essaie de fabriquer un lit, se fait une idée d'un lit et fabrique le lit, et l'artiste va s'inspirer du lit du menuisier pour reprendre le lit du menuisier dans un tableau d'art. Alors c'est comme si le menuisier a copié à partir du monde intelligible et que l'artiste aussi va copier la copie du lit du menuisier, et du coup l'artiste va s'écarter dangereusement de la réalité. À partir de ce moment, l'artiste devient quelqu'un qui imite la nature. Donc le beau en soi ne peut pas exister dans le monde sensible. Donc dans le monde sensible, il n'existe que des exemples de la beauté. À partir de ces exemples de la beauté, les artistes s'inspirent de ces exemples pour essayer donc de créer ou bien donc d'imiter. Alors, quand on va nous dire est beau, ce qui plaît universellement sans concept. Est beau, ce qui plaît universellement sans concept. Le concept, ça veut dire quoi? Le concept, c'est une définition. Ce qui est beau, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de nature. Alors, il y a voilà les critères de la beauté. Quand je dis le beau, ça y est, le beau est beauté. Emmanuel Kant dit est beau, ce qui plaît universellement sans concept. Maintenant, comment cette chose doit plaire? Moi qui suis en train de contempler la beauté, cela frappe mes sens et du coup, j'affirme que c'est beau ce que nous sommes en train de voir. La même sensibilité qui m'a permis d'apprécier la chose belle doit aussi permettre à mon prochain d'apprécier la chose belle. Si du coup, mon prochain aussi dit et il faut apprécier. Emmanuel Kant dit voilà ce qui est beau d'une manière universelle. Ça n'a pas de définition. Aux yeux d'Emmanuel Kant, la beauté n'existe pas du côté de l'objet, mais la beauté c'est du côté de l'état affectif du sujet qui apprécie la chose. Parce que c'est ma sensibilité qui me permet d'apprécier la chose belle. Et c'est ta sensibilité qui te permet d'apprécier la chose belle. C'est votre sensibilité qui vous permet d'apprécier la chose belle. La chose, elle se révèle en nous et nous l'apprécions. Mais la chose ne se montre pas, la chose ne dit pas que je suis belle, non. La chose ne peut pas s'exprimer de cette manière-là. Donc la beauté, aux yeux d'Emmanuel Kant, réside du côté affectif de l'état, donc de la personne qui apprécie donc la chose. Il plaît à tous et sa valeur est indémontrable. Personne ne peut démontrer sa valeur. Pourquoi? Parce que c'est une subjectivité qui tend vers l'objectivité. C'est une subjectivité objectivée. Parce que tout le monde le sent, mais on ne peut pas du tout démontrer cette valeur, car ce sentiment ne correspond à aucun concept établi dans l'ordre de l'intellect, dans l'ordre de la raison. Ceci veut dire que le beau n'est pas du côté de l'objet, mais du côté de l'état affectif du sujet. Donc le beau est donc ce qui plaît, et ce plaisir est en nous, et non dans l'objet. Alors, pour terminer pour maintenant clore cette question, qu'est-ce que le beau? Nous comprenons que nous ne pouvons pas donner une définition exacte de la beauté.
Parce que la beauté est relative. Maintenant, la relation entre l'art et la nature. L'art comme imitation de la nature. Les artistes classiques, auparavant, pensaient qu'il fallait imiter la nature pour devenir un véritable artiste. Pourquoi? Parce que l'immédiateté du sentiment d'émotion fait penser à l'existence d'une beauté naturelle que l'artiste cherche à reproduire dans ses œuvres. L'artiste cherche à reproduire la beauté que nous apercevons à travers la nature. Avant l'existence d'une belle peinture ou d'une belle sculpture, l'homme fut d'abord sensible à la beauté de la nature. Il a fallu dès le début à l'homme ou bien à l'artiste quelques premiers objets sur quoi il exerça sa perception, comme un bloc de marbre pour le sculpteur, le son de la voix pour le chanteur, un sentiment ou une inspiration pour le poète, une idée pour l'écrivain ou une thèse pour l'orateur, ou encore une brique pour l'architecte. Alors les artistes classiques pensaient que l'art doit reproduire fidèlement la nature. Ainsi, ils peignaient la nature humaine sans aucune falsification. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce propos de Boileau qui dit que peignons la nature, mais la belle. L'artiste ne doit s'occuper de l'imitation des monstres. Alors, les artistes classiques, à travers les exemples que Hegel nous a donnés, l'exemple de Zeuxis, de Praxéas et du singe de Putner. Pour être un véritable artiste dans l'Antiquité, il fallait reproduire la nature sans aucune falsification. Zeuxis avait reproduit un rampeau de raisin. Il l'a reproduit dans un tableau. Tellement que la reproduction était parfaite, les oiseaux sont venus un jour picorer sur le tableau pensant que c'est le véritable raisin. Pour le petit artiste au caralo au niègue et de il avait reproduit un rideau. Donc, tellement que la reproduction a été fidèle à la réalité, elle a trompé, donc l'œuvre d'art a trompé la vigilance de l'artiste lui-même. Le dernier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple du singe de Putner, que Hegel a reproduit. Putner avait une collection d'histoires naturelles. Des planches, il avait des planches, on va SVT, les sciences de la vie et de la terre. On va mettre beaucoup de petites planches. Mais les professeurs, pour enseigner donc la science de la vie et de la nature, ils prenaient des planches. Et ces planches étaient faites par qui? Par des artistes. Pourquoi? Parce que ces artistes pouvaient reproduire la nature, pouvaient reproduire la réalité telle qu'elle est. On dit une planche immédiatement. Et les planches, artistes, on va dire dessiner un anneau, oui, on va dire dessiner maanaam waanu Putner jeyno waanu yi planche tan hawti faye planche marque mum sikano ko hoore goto ko ha waanu yata hoore bonni planche non ha bon mais Putner ne s'est pas fâché. Pourquoi? Parce que Putner était content de voir que ce singe qui agit par instinct et non par intelligence n'a pas pu faire la différence entre la réalité et la reproduction de la réalité. Il faut artiste au
maintenir la réalité telle qu'elle est. Oui, on a compris maintenant que l'art peut être une imitation de l'évolution de la nature. Maintenant, est-ce que l'imitation est à l'abri de la créativité? Est-ce qu'en même temps, on a des voies de créer? Est-ce que l'imitation est à l'abri de la créativité? Donc, il semble qu'il y a toujours un décalage entre l'acte de percevoir de l'artiste et l'acte de faire part de la chose perçue. L'art réaliste de Zola n'est art que parce que tout est dans le regard de Zola et non dans la chose regardée. Lorsque Émile Zola écrit Germinal et que Gustave Flaubert écrit Madame Bovary, leur objectif c'était de reproduire la réalité telle qu'elle est. Les réalistes et les naturalistes. Mais lorsque nous lisons dans ces ouvrages, Germinal et Madame Bovary, est-ce que nous sommes en train de lire dans la réalité? Non. Nous sommes en train de lire dans le regard de Zola et dans le regard de Germinal et dans le regard de Flaubert. Parce qu'ils ont vu, ils ont été en contact avec la réalité, ils ont repris cette réalité. Mais moi qui suis lecteur, je suis en train de lire dans le regard de ces artistes-là. Ça veut dire qu'il y a toujours un décalage entre l'acte de regarder et l'acte de faire part de la chose. Je veux dire, il va de prendre au kilo de bâtiment, environnement, votre essence. Il va de produit pour l'environnement. On y a des beaucoup de temps de produit, on peut y aller, comme il y a beaucoup de réalité, c'est la réalité. Donc, ce que j'ai vu, c'est ce que je reproduis. Donc parfois, je fais des sélections. C'est ma subjectivité qui me pousse à faire des sélections. Je suis en train d'imiter, mais dans cette imitation, il y a une création. Donc l'imitation n'est pas à l'abri de la créativité. Alors, c'est pour cela que donc Eliade va nous dire que je vois le monde comme je suis au lieu de le voir comme il est. Je vois le monde comme je suis, c'est-à-dire c'est ma subjectivité qui me permet d'apprécier le monde, mais ce n'est pas le monde tel que le monde est. Certes, il y a toujours l'illusion d'une reproduction fidèle de la nature, mais la beauté artistique est autre chose que la beauté naturelle. Sous ce rapport, l'artiste tente de contredire la nature telle qu'elle se présente en nous. Loin de faire une reproduction de la beauté de la nature, l'artiste tente de créer une nouvelle valeur. Le plus souvent, une valeur sentimentale du beau. Donc, à partir d'une chose laide, on peut en venir à une chose belle. Kant affirme que l'art n'est pas la représentation d'une belle chose, mais c'est la belle représentation d'une chose. Alors, lorsque je vois un beau coucher de soleil, je peux dire que je vais reproduire ce beau coucher de soleil dans un tableau. Quand tu dis c'est pas ça là, c'est pas ça là. Non. Au lieu de dire là, on y est tout à donc c'est la belle représentation d'une chose. Un artiste néerlandais avait dans son promenade dans sa promenade, l'artiste néerlandais est venu sur des trottoirs au train de pas des guides, donc des chaussures vieilles à côté d'une poubelle. Oui, ces chaussures qui sont vieilles et qui sont décrétées par tout le monde comme étant inutilisables, sans aucune
essayer de mettre de la valeur en les reproduisant dans un tableau. L'artiste a reproduit ses vieilles chaussures dans un tableau. Et quand tu dans la monnaie, tableau, tellement de représentation, donc ces chaussures qui étaient décrétées, périmées, dépassées, obsolescence, aucune valeur, ont eu une nouvelle valeur qui est produite par un artiste. Pourquoi? Parce que ces chaussures ont été reprises dans un tableau d'art. Donc, virtuellement, c'est la reproduction qui est importante, comme quand le dit tout à l'heure. Donc, aux yeux de Hegel, la communication est dépourvue de valeur. Il dit donc à ce sujet, quel besoin avons-nous de revoir dans les tableaux ou sur la scène des animaux ou des paysages ou des événements que nous connaissons déjà? Pourquoi nous un tableau nous, ça n'a pas de sens aux yeux des Hegel. Cet art mimétique, cet art qui ne fait que imiter, est considéré comme une entreprise médiocre et présomptueuse. Une entreprise médiocre, parce qu'à la sens, à la sens, c'est médiocre, oui, c'est présomptueuse, comme si nous avons comme si nous avons l'artiste, quand il reprend la réalité, aux yeux de Hegel, c'est comme un ver de terre qui veut donc essayer d'égaler un éléphant. Nous, so il mon de rôle, petit de rôle, comme how on the oui, oui, nous, artistes, de reproduire la nature telle. C'est une entreprise non seulement médiocre, mais aussi c'est très somptueux. Alors, par ailleurs, dans la cité idéale de Platon, le peintre et le sculpteur n'ont pas leur place, puisqu'ils se contentent de reprendre le monde sensible, alors que ce dernier lui-même est une copie imparfaite du monde intelligible. Ceci prouve qu'en faisant de l'imitation le but de l'art, on fait disparaître l'objectif qui éveille une émotion esthétique en nous. Car il ne s'agit plus de savoir comment ce qui doit être imité est fait, mais ce qu'il faut faire, comment on doit procéder pour obtenir une imitation aussi parfaite que possible. Or, vous dites qu'il faut à travers cela. Il ne faut plus aux yeux de Platon, puisque Platon a imaginé une cité idéale. Et dans cette cité idéale, on dit que les artistes n'auront pas de place. Pourquoi? Parce que ce sont des menteurs qui ne font que reproduire le mensonge. Et ils s'écartent dangereusement de la réalité. Donc l'idée de lit, l'idée de table, c'est une idée de table qui existe dans le monde intelligible. Dans le monde sensible, il existe un exemple donc de table. Et des exemples de table, puisqu'on a plusieurs formes de table. Alors maintenant, l'artiste va essayer de reproduire un exemple donc de table dans un tableau. Alors du coup, l'artiste s'éloigne dangereusement de la réalité. C'est pour cela qu'on n'accepte pas l'intégration des artistes donc, dans la cité idéale. Alors, maintenant, pensez que fait donc une reproduction fidèle de la nature, ou bien considérer l'art comme une reproduction fidèle de la nature, revient à priver l'artiste de sa liberté et de sa capacité de créer, ou bien donc d'exprimer le mot. Donc c'est que l'artiste puise son contenu dans les données de la nature ou des situations historiques, mais ce contenu est nié, falsifié par l'imagination créatrice donc de l'artiste. Le but de l'artiste n'est pas d'imiter, mais de recréer, donc de refaire ce qui revient à
que l'œuvre d'art n'est jamais une reproduction de la réalité, ni une création à partir du néant. Ce n'est pas la reproduction de la réalité, ce n'est pas encore une création à partir du néant. À partir du néant, c'est Dieu seul qui peut le faire. Dieu lui écoute, comme une part de rien. Mais l'artiste est obligé de s'inspirer de la nature. Il prend donc les matériaux dans la nature, il regarde l'harmonie des couleurs, il entend le son des oiseaux, il voit la manière dont les oiseaux construisent leurs habitations, alors il tente de reproduire cela. Donc ce n'est ni une reproduction fidèle, ni aussi une création à partir du néant. Donc là se situe au milieu. Le mode d'appropriation artistique de la réalité suppose nécessairement l'intervention de l'imagination, selon Victor Hugo. Il dira, l'art est à l'homme ce que la nature est à Dieu. C'est l'homme qui crée l'art, c'est Dieu qui crée l'art, c'est Dieu qui crée la nature, aux yeux de Victor Hugo. Cette conception se heurte à un préjugé qui a longtemps contesté le pouvoir de création de l'homme pour des raisons théologiques. C'est dans ce sens que Saint Augustin dit la créature ne peut créer. La créature a des tada, wawatate. La créature ne peut pas créer pour des raisons théologiques, parce que ce sont des hommes de Dieu, des hommes d'église, des théologiens. Mais Yabata, le même concept qui détermine le créateur ou le Dieu, encore concept, on peut utiliser, mais elle ne peut pas qualifier la créature comme elle n'était pas Alors, c'est dans ce sens que Saint Augustin donc dit que la créature ne peut créer. Autrement dit, la puissance plénière de la création n'est réservée qu'à Dieu. Donc, on a attaqué à partir de rien. Donc, l'artiste ne fait donc qu'imiter. Mais Léonard de Vinci prend comme modèle la nature. Mais pour lui, il crée. Il ne renonce pas donc à sa prétention donc, de créer une œuvre d'art. Il dit, la peinture est la fille légitime de la nature, car c'est la nature qui l'a engendrée. Donc la peinture, c'est la fille légitime de la nature, car c'est la nature qui l'a engendrée. Pour Léonard de Vinci, il s'inspire de la nature, mais il crée. Pourquoi? Parce qu'il y met des touches personnelles. C'est donc ce qui ressort donc de l'imagination. Alors, maintenant, qu'est-ce qui différencie l'artiste de l'artisan? Qu'est-ce qui différencie l'artiste du savant, l'artiste du scientifique? Qui est un artiste? L'artiste, est-ce que ce sont ces gens-là? Eh bien, il y a parfois sur les plateaux télévisés, donc il y a un micro, et bien, artiste là, quoi? Est-ce que ce sont ces gens qui sont des artistes? Bon, mignon bien. Mais je sais que ça soit Youssoudou ou la maman, s'il est dans son laboratoire et qu'il imagine, qu'il crée, là il devient un artiste. À partir du moment où il termine de réaliser son œuvre et que le single est déjà mis sur le marché, comme on est de Goulédé, on va voir des concerts, là il n'est plus un artiste, mais il est en train de chercher de l'argent. Et pas mal d'autres. Donc, qui est artiste? L'artiste peut être un maçon, un boutiquier, un commerçant ou un professeur. Après ses heures de travail, il se consacre à cette activité pour justement se divertir. Donc, l'art est désintéressé. On ne cherche aucun intérêt derrière l'œuvre qu'on est en train de faire. Tout ce que c'est l'artiste, tout ce qu'il sait que mon objectif, c'est de réaliser une œuvre belle. Mon objectif, c'est de faire tout pour réaliser quelque chose d'original. Mais ce n'est pas lui. C'est pour cela que l'artiste, le véritable artiste, découvre la beauté de son œuvre en même temps que le spectateur. Le
pas le chemin qui lui permet d'arriver à cet objectif-là. Il ignore le chemin. Qu'est-ce qui lui permet de connaître le chemin? C'est la nature. C'est quoi la nature? C'est un don, c'est un génie. C'est le génie qui dort en l'artiste, c'est le génie qui se réveille et qui télécommande les gestes, les idées, les faits de l'artiste jusqu'à ce que l'artiste réalise son œuvre. Alors du coup, l'artiste parvient à découvrir une belle œuvre qu'à la fin donc, de son travail et il le découvre en même temps que le spectacle. Donc, ça veut dire artiste, il ne peut pas répondre à cette question. Et encore, l'artiste, il fait une seule et unique œuvre originale. C'est pas de l'art, il est en train de faire ce qu'on appelle l'artisanat. L'artisan, c'est cette personne-là qui fait un objet, il le fait à un nombre incalculable de fois, N fois. Son objectif, c'est d'aller au marché hebdomadaire. Et on a terminé à un nombre incalculable de fois. C'est ça, c'est le travail de l'artisan. Il cherche à satisfaire une clientèle. Alors, quand l'artisan, il peut devenir un artiste par éclair. Il peut devenir un artiste et de manière donc, l'artisan peut devenir un artiste. Quand il prend une bague, ou bien un bracelet, une chaîne, ou alors on dit que quelqu'un est voté, au signe que nous, au yon de nous, au wane au signe que nous, il y a une touche originale, on donne objet au film, il devient un artiste par éclair. Mais lorsqu'on parle on active un artiste pour artisanat. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est de vendre l'objet qu'il vient de réaliser. Alors, vous allez comprendre que l'artiste n'est pas l'artisan, mais parfois l'artisan peut devenir un artiste par éclair. Alors, maintenant, le scientifique, le savant, c'est quelqu'un qui connaît le chemin qui lui permet de résoudre une équation à trois inconnus. Mais l'artiste, lui, il ne sait pas, il ne connaît pas les règles, il ignore les règles. Pourquoi? Parce que les règles sont dictées par un élément étranger. Les canaux de la raison sont complètement fermés pour pouvoir arriver à réaliser une œuvre artistique. Voilà les éléments sur lesquels je souhaiterais donc arrêter mon propos pour un dialogue qui a été trop bon.